Il est des lieux à Bergerac où avec un peu d'inventivité, de collaboration et de curiosité, on peut découvrir de belles choses. L'esprit collaboratif entre le Oulala Bar, place Malbec et l'association Day Off permet ces découvertes. Samedi 22 septembre, l'association Day Off avait invité Stéphane Delevac ainsi que deux groupes punk hardcore noise. Les travaux de Stéphane Delevac sont visibles 2 mois. Courez voir cette installation, il y a à entendre. Bien, nous voilà à nouveau au Oulala Bar, puisque à nouveau l'association Day Off nous propose une exposition concert autour des, on va dire, des cultures alternatives, avec la présence de Stéphane Delevac, qui depuis 1991, qui est assez rare dans le domaine des fanzines, produit un fanzine qui s'appelle Rad Party, dédié à la musique punk, hardcore ou rock. D'ailleurs, je vois au t-shirt que là on peut pas se tromper, puisque certains connaissent sans doute ce label, Discord. Donc le mouvement punk hardcore qui est né à la fin des années 70 aux États-Unis, qui s'est diffusé en Europe. On en reparlera tout à l'heure de l'évolution du mouvement, enfin de la scène en Europe. Et donc Stéphane a aussi réalisé, je crois, les pochettes des disques du groupe de hardcore Cripple Old Farts qui joue ce soir, je crois. C'est vous qui avez réalisé les pochettes. Donc votre fanzine appartient un peu à l'esprit punk du do-it-yourself, liberté de création, diffusion en dehors des circuits traditionnels commerciaux, création un peu artisanale, j'allais dire artisanale, mais alors quand on voit la qualité graphique de ce qui est affiché, on va pouvoir le voir, je crois, un peu plus de 2 mois ici, à Bergerac, quand on voit la qualité graphique qui nous fait penser, enfin on en parlera tout à l'heure, mais à certains romans graphiques américains, c'est assez exceptionnel. Première question, Pierre, pourquoi avoir choisi Stéphane ? En fait, c'est un petit peu une vieille histoire, puisque moi j'ai découvert un petit peu le travail de Stéphane sur le tard il y a environ 5 ou 6 ans, et à cette époque-là, on n'avait pas encore créé l'association Day Off qui est née en 2009, et on s'était dit, quand on a créé l'association, qu'on aurait vraiment pris beaucoup de plaisir à l'accueillir. Puis on est rentré en contact, il était disponible, nous on avait déjà fait passer des personnes qui connaissaient un petit peu, et donc on a dit ce serait dommage, une asso qui a vocation à développer et à essayer de diffuser sur Bergerac un petit peu des esthétiques hors des sentiers battus, et puis en lien, on va dire, avec la contre-culture, contre-culture punk au sens large du terme, dans son acceptation. On a trouvé que inviter Stéphane, c'était naturel pour nous, quoi. Alors Stéphane, qu'est-ce qui vous attirez, vous, dans l'esprit, l'univers do-it-yourself ? Pourquoi est-ce que vous en êtes venu à ça ? C'est venu un petit peu par hasard, en fait, en découvrant les groupes, et en fait, je dirais il y avait une approche où il n'y avait plus la barrière entre les groupes et le public. Enfin, c'était surtout ça qui m'intéressait, enfin un truc interactif où on soit directement en contact avec les gens, on puisse faire les choses de manière assez simple, sans forcément beaucoup de moyens, et arriver à les faire tout seul, en s'affranchissant un petit peu des règles, en fait. D'accord. Est-ce que vous avez, quand vous avez commencé ce travail en 1991, est-ce que vous avez eu peut-être l'idée de faire ce travail dans le cadre de magazines plus institutionnels, plus commerciaux, on va dire? Oui, en fait, j'avais travaillé dans la presse avant, en fait, la presse rock des magazines qui s'appelait Metal Hammer, Sub Rock. J'avais travaillé un petit peu dans Hard Rock Magazine en faisant des piges, enfin en écrivant sur les groupes hardcore, en fait. Et finalement, vu que je m'y retrouvais pas trop dans la presse normale, en fait, institutionnelle, j'étais revenu au fanzina, mais je faisais déjà des zines depuis 5 ans, au moment où j'ai créé le Rad Party. En fait, j'ai commencé vers
86 à peu près, et celui-là c'est celui qui a le plus duré quoi, en fait. D'accord. Donc en 1991 vous vous lancez dans la création de Rat Party. C'est pas trop compliqué de pas, enfin, d'avoir un retour, enfin d'avoir on va dire un public assez restreint, parce que le fanzine c'est quand même un public de fans. Comment ça s'est fait la distribution? Alors au début c'était juste une feuille d'info, une newsletter qui était distribuée gratuitement avec le courrier en fait, et ça se faisait en fait par le biais d'autres gens qui faisaient des labels de disques en France, d'autres gens qui faisaient des zines. Il y avait tout un réseau dans lequel j'étais déjà actif, et donc j'avais mon propre réseau en fait de gens que je connaissais qui faisaient des labels, des zines en fait, et ça circulait par le bouche à oreille. Et essentiellement au niveau du courrier, où on mettait des flyers dans le courrier en fait, et ça se relayait après l'info. Alors maintenant vous êtes une figure, on va dire, du fanzine français reconnu internationalement. On va revenir sur le contenu de votre fanzine. Alors j'ai lu tout à l'heure en arrivant, parce que vous venez, en plus on vous prend des beautés, vous venez d'arriver de Paris, vous avez installé, là c'est un peu rapide. Je vous cite, Rat Party se résume à peu de choses, de la musique, beaucoup de lecture, de la passion, mais aussi et surtout des histoires faites d'espoir et de non-sens. Alors c'est quoi ces histoires faites d'espoir et de non-sens que vous nous racontez? C'était des rencontres en fait. Enfin petit à petit le zine à la base c'était plus un zine juste de chroniques et interviews. Petit à petit, il y a aussi énormément de graphisme en fait, de dessins. Et après, plutôt que de faire des interviews, je préférais raconter un petit peu une sorte d'envers du décor de la scène, des expériences personnelles en fait, en partant en tournée, en rencontrant des gens, plus un petit peu des choses liées à la vie de tous les jours, avec un fond musical là derrière, mais ça donne un aspect plus humain. Et peut-être. C'est vrai que la spécificité des fanzines, enfin ce qu'on trouve normalement dans les fanzines, c'est l'historique du groupe, l'interview avec les groupes. Et vous êtes parti sur un chemin un petit peu plus personnel, quoi. Oui, c'est ça. Oui, je cherchais à développer quelque chose de plus personnel qui me corresponde plus. C'est venu un petit peu par hasard, en fait, en essayant de raconter, en fait, des souvenirs de concerts ou des choses où il y a ce qui se passait à côté qui a pris un peu le pas sur le reste. En fait. Et nous, c'est ce qui nous a particulièrement intéressé, en fait, c'était plutôt que d'avoir un fanzine louable en soi qui chronique des disques et qui chronique des concerts. On trouvait qu'en fait son regard sur la scène, sur les rencontres, les états d'âme de Stéphane aussi, les turbulences de la vie en fait, mais ça pouvait entrer en résonance en fait avec des personnes qui sont passionnées par ce mouvement-là, quoi. Et aussi, je trouve que dans le fanzine, par sa longévité, je trouve qu'il y a un travail de mémoire sur une scène qui est toujours en mouvement, où les groupes se défont en un claquement de doigts, où les labels se créent. Et je trouve ce travail de compilation entre guillemets, volontaire ou involontaire, hein, je sais pas, parce qu'on n'a pas encore eu le temps de beaucoup discuter, quoi. Et voilà, c'est du travail d'orfèvre, quoi. C'est bien. Vous n'avez jamais eu l'envie, ou on va jamais proposé d'éditer tout ça pour qu'on puisse ou est-ce que ça serait pas dans l'esprit? Si, enfin disons, j'avais eu dans l'idée de le faire, mais souvent je suis revenu parce qu'en fait ça correspondait pas forcément à ce que j'avais envie de faire. Il y avait des impératifs qui ne m'allaient pas. Oui, le format, la forme. Plus les questions monétaires, le prix de vente, enfin il y avait tout un tas de choses. Vous n'avez pas dans l'esprit enfin disons, je n'ai rien contre à la base, c'est uniquement que je n'ai pas trouvé le juste milieu dans ce que j'avais envie de faire en fait. D'accord. Et puis bon, à la limite je me débrouillais mieux tout seul, du coup je préférais continuer comme ça, quoi, en fait. Enfin, voilà. Bien, revenons-en on va en revenir un peu à cette production graphique, là on l'a filmé tout à l'heure. Oui, je disais que ça me faisait penser un peu au roman graphique américain, l'utilisation du monochrome comme ça, très contrasté. Est-ce que dès le début ça ressemblait à ça? Est-ce qu'il y a une évolution dans votre dessin? Est-ce que vous avez une formation de graphiste? Je sais pas. Non, enfin disons que graphisme, j'ai pas de formation. À la base, j'ai une formation d'architecte. En fait, je suis dessinateur, mais ça n'a pas grand-chose à voir, enfin, avec ce que je fais. Et à la base, c'était plus des dessins dans cet esprit-là où il y avait plus un hachuré, il y avait moins de contraste. D'accord. Et c'est venu au fur et à mesure en essayant de développer le trait, en fait. Enfin, où j'ai joué davantage sur ces contrastes parce que j'étais un grand fan. Enfin, je suis toujours du travail des frères Hernandez, en fait, ou de Frank Miller aussi. Frank Miller, vous avez parlé de Sin City. Oui, voilà, en fait. Enfin, disons, ce sont des gens. Il y a toute la BD underground américaine du début des années 90 qui m'a beaucoup influencé parce qu'elle était faite en noir et blanc et puis en jouant sur ce contraste. Il y avait un rapport aussi à la vie de tous les jours dans la BD. J'ai essayé de mélanger les deux, en fait.
Alors, est-ce que de ce travail qui mériterait peut-être que des sociologues se penchent sur ce travail, il y aurait beaucoup de choses à dire, même si c'est vrai que je découvre, je n'ai pas lu, je connais pas très bien, mais 20 ans de travail sur cette scène, ça doit être quelque chose. Quelles sont les évolutions que vous avez notées sur la scène hardcore depuis ces 20 ans, même si ça fait plus, enfin c'est bien avant que vous l'avez découvert cette scène, mais est-ce que vous avez vu des évolutions, pas seulement dans la musique, mais aussi dans les mentalités? Oui, en fait, enfin disons l'évolution elle s'est faite au fur et à mesure du temps. Avant les choses étaient peut-être un peu plus mélangées. Après ça s'est plus sectorisé en fonction des styles, parce qu'à la base bon ça restait une musique punk et dans hardcore on mettait tout ce qu'on n'avait pas trop à classifier. Et après il y a eu plein de sous-genres qui n'existaient pas forcément au début. Il y a eu aussi une professionnalisation en fait, plus dans des pays comme les États-Unis, l'Angleterre, pas trop en France, enfin, mais plus à l'étranger où les gens ont commencé à en vivre, alors qu'à la base c'était une musique où c'était inconcevable en fait de pouvoir en faire un job, un métier. Enfin, si les groupes arrivaient à écouler 1000 copies de leurs disques, ils étaient contents en fait. Enfin, et après bon, ça a pris des proportions en fait. Enfin, il y a eu une ouverture sur le monde qu'il n'y avait pas forcément au début. Enfin, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose en soi, au contraire. Mais du coup, la donne n'était pas la même. Ça a évolué. Et avec l'arrivée des nouvelles technologies aussi, ça a encore changé récemment, parce que dans les années 90, les gens, les groupes arrivaient vraiment à en vivre. Maintenant, c'est revenu un petit peu. Enfin, ça fonctionne différemment en fait. Enfin, c'est. D'accord. Est-ce qu'il y a un genre de prédilection enfin, est-ce que vous avez une prédilection par rapport aux sous-genres hardcore qui peuvent exister? Je sais pas moi, old school. Disons, j'ai commencé avec tous les groupes hardcore vraiment de la première époque, donc j'ai fait effectivement une certaine affection là-dessus à la base, mais j'aime aussi tous les autres genres, j'ai continué à en écouter. Il y en a que j'écoute moins, enfin c'est par période en fait, ou que j'ai beaucoup écouté un moment, moins après, et j'y suis revenu en fait, mais j'ai pas trop d'avis arrêté là-dessus, je reste encore assez ouvert, je suis toujours intéressé de découvrir des groupes. Il y en a de plus en plus aussi, du coup c'est pas toujours évident de faire le tri entre tout, mais non en fait, enfin. Vous avez sillonné beaucoup de pays, vous suivez parce que votre fanzine c'est alors évidemment États-Unis, mais aussi d'autres continents. Est-ce que vous avez des souvenirs particuliers de continents ou de pays pour lesquels on n'imaginerait pas forcément qu'il y ait une scène hardcore? Après, j'ai essentiellement été dans des pays quand même qui étaient assez occidentalisés, donc je connais pas trop les autres pays. Bon, je sillonnais pas mal l'Europe, effectivement les États-Unis, le Canada aussi, mais ça fonctionne un peu de la même manière qu'en France, ou plutôt je dirais en France on a un petit peu calqué ce qui se passait là-bas et on a rapporté un petit peu certaines de leurs choses. Après je connais moins les autres scènes et les autres pays, enfin je les ai survolés, je les connais un petit peu de loin, mais je serais pas trop apte à en donner vraiment, mais bon ça fait partie de choses que je peux t'amener encore à découvrir en fait. D'accord. Alors moi il y a une scène qui me marquait beaucoup quand j'étais plus jeune, c'était la scène straight edge, donc ce mouvement en partie issu de Fugazi, mais bon c'est un peu remis en cause. Je suppose que vous avez croisé cette scène-là, vous avez croisé des personnes appartenant à cette scène. Qu'est-ce que vous en pensiez? Est-ce que vous avez retranscrit vos sentiments par rapport à cette scène dans votre fanzine? Par rapport à cette scène, pas trop, parce que, enfin, disons, moi j'aimais bien l'esprit au début où la chose est arrivée, je trouvais ça intéressant, ça apportait peut-être expliquer ce que signifie le hardcore straight edge. Disons, c'était des gens qui se revendiquaient, en réaction à tout ce qui se passait dans la scène punk, tous les excès, c'était des gens justement qui faisaient de la musique punk et hardcore, mais qui privilégiaient la musique en fait et le discours, et donc qui ne buvaient pas d'alcool, ne consommaient pas de drogue. Pas mal après, ce qui n'était pas forcément le cas au début, mais après sont devenus aussi végétariens, véganes. Enfin, il y a eu toute une éthique de vie. Le seul truc qui m'a dérangé à un moment, c'est que c'était devenu un peu trop doctrinaire. Il y a eu un courant qui était trop poussé à ce niveau-là, et où les gens en fait manquaient un petit peu d'ouverture d'esprit. Enfin, ça c'était plus dans les années 90. À la base, c'était très bien parce que les gens se mélangeaient, il n'y avait pas de souci. Après, ça a créé vraiment une dissension entre les gens qui fumaient, buvaient, mangeaient de la viande, qui était végétarien ou pas en fait. Enfin, du coup, voilà, c'est ça qui m'a un peu plus dérangé, mais après le mouvement en soi, je trouvais ça intéressant en fait. Enfin, je trouvais ça bien.
Et ça permettait aux gens de ne pas s'arrêter à cette image un peu réductrice qu'ils pouvaient avoir de la scène punk en fait. Enfin, d'accord. Je me souviens d'une question que je t'avais posée, Pierre, lors de notre premier entretien sur la politisation du mouvement punk, puis on avait été assez évasif là-dessus. C'est vrai que l'esprit punk, l'esprit do it yourself, c'est aussi le rejet du capitalisme, le rejet du fascisme, la liberté de créer, etc. Est-ce que vous reconnaissez dans tout ça, ou est-ce que votre travail a, au sens large, une portée politique? Je n'irai pas jusque-là, mais à la base, c'était une des choses qui m'avait attiré dans la scène punk, en fait. C'était ce côté politique, un rejet de certaines normes et certaines choses. Après, sans forcément le revendiquer, en fait, ça se fait plus, je pense, au jour le jour dans la manière de fonctionner. En fait, on continue à faire des choses sans rentrer forcément dans les dans les réseaux habituels ou en cherchant des alternatives à ce qui est proposé. C'est une forme en soi, enfin, d'acte politique entre guillemets, en fait, enfin, ou en tout cas je le considère en tant que tel, mais sans que ce soit forcément en militant ou revendiquant des choses. Bon, il y a pas mal de groupes aussi ici sur les discours politiques qui étaient plus je dirais une image ou un truc en fait. Enfin, certains le poussaient à fond, mais pas forcément tous. Donc après, il faut faire la part des choses. Mais je pense que c'est plus dans la démarche en fait, où on peut considérer ça en tant que tel. Enfin, mais c'était une des choses qui m'intéressait à la base. Oui. Enfin, quand je me suis penché sur la question, ça m'a interloqué en fait. D'accord. Dernière question un peu difficile. Est-ce que de votre travail, on pourrait en tirer quelque chose un peu plus général, qui soit en dehors de cette scène particulièrement, qui pourrait très bien toucher n'importe qui? Est-ce que vous pensez que le travail que vous avez mené n'est pas seulement restreint à la scène punk rock, mais peut justement dépasser ce milieu-là pour s'ouvrir à d'autres milieux ou à la société? Après, je sais pas si c'est à même de le faire, mais c'était en développant le côté plus personnel, c'était une des choses que j'avais essayé de manière à ce que ça puisse parler à des gens qui connaissaient pas forcément la scène punk et tous ses codes, ou qui s'intéressaient pas forcément au groupe. Et j'avais eu pas mal de retours à ce niveau-là où des gens le lisaient, en fait, des amis de gens qui étaient dans la scène punk, ça les intéressait de lire, enfin ça leur donnait une idée en fait, enfin de ce que ça pouvait être en fait. Donc j'ai essayé de développer un peu le côté écrit et littéraire pour que ça puisse parler à d'autres gens et que ce soit pas trop ciblé non plus en fait. Donc en fait, même si les fanzines sont, j'allais dire, il y a une diffusion qui est comme ça unilatérale, les retours que vous avez eus ont participé aussi à enrichir, à contribuer. Ces retours, c'était sous quelle forme? On vous écrivait? Comment vous avez des retours par rapport à votre travail? Oui, c'est ça. Enfin, disons, c'était des retours soit par écrit ou des gens que je rencontrais après, en fait, en des déplaçant à droite à gauche, quand je partais avec des groupes en tournée, en fait, en diffusant le zine, en fait, une des choses amusantes, c'est que souvent, c'était des gens qui étaient dans la scène punk, enfin des gars que je connaissais, ils me disaient que c'était leur copine en fait, qui aimait bien lire le zine, mais qui s'intéressait pas à ça, oui, enfin voilà. Donc c'était un des trucs que je trouvais assez rigolo, qui revenait assez souvent, parce leurs amis souvent n'étaient pas forcément dans ce milieu-là, mais trouvaient ça intéressant. Il y avait le côté visuel qui pouvait attirer les gens et du coup les amener à creuser un peu dedans, quoi. Donc cette démarche un peu, cette démarche on va dire artisanale, favoriserait peut-être plus le retour à la participation, pour faire dire un gros mot, la participation citoyenne, que des magazines institutionnalisés, commerciaux, qui sont soi-disant des courriers des lecteurs où personne ne lit les réponses. Pierre? Puisqu'à la différence, je trouve, de ma presse musicale spécialisée, il y a quelques contre-exemples, hein, le magazine Noise, voilà, qui est fait par des passionnés, par des gens qui sont issus plutôt de la scène rock, noise, mais beaucoup plus large que ça en fait. Je trouve que le fanzine de Stéphane, en fait, il casse les représentations qu'on peut avoir sur la scène punk, qui est souvent assimilée à de la sauvagerie, à de la barbarie. On entend une véhémence par rapport à ça. Et il y a une méconnaissance et des représentations sur ce milieu-là, alors qu'au final, on a des gens qui sont actifs, qui donnent ce qu'ils sont, à écrire, à voir, et qui cassent en fait un petit peu tous les codes et les représentations qu'on peut avoir par rapport à un état de fait. Sur ce travail d'écriture, est-ce qu'il y a des écrivains américains ou français d'ailleurs, des écrivains qui vous ont inspiré, marqué, parce que là on a parlé du travail graphique, mais sur le travail d'écriture? Oui, il y en a eu énormément. Beaucoup d'écrivains américains, enfin d'autres gens qui faisaient des zines, mais plus sous forme de nouvelles aussi. Il y a en l'occurrence Al Burian qui fait le zine Burn Collector, qui jouait dans différents groupes et qui était issu de la scène punk. Il y a Ron
Comet Bus aussi, son zine existe depuis 30 ans en fait. Et j'avais sorti deux numéros de traduction de certaines de ces nouvelles aussi. Mais en dehors de ces milieux de fanzine, est-ce qu'il y a des écrivains plus connus en fait? Non, pas plus connus, mais des écrivains de littérature hors fanzine. Oui, hors fanzine. Après, il y a des gens, moi, je dirais des gens comme Dan Fante, les écrits d'Henry Rollins dans lesquels je me retrouvais bien. Mais il y en a en France aussi. Enfin, disons, j'aimais beaucoup lire Virginie Despentes par exemple, ou Anne Scott en fait. Enfin, toute cette génération d'écrivains un peu rock en fait. Dans leur roman, je trouvais ça intéressant, même si c'était pas forcément des choses dans lesquelles je me retrouvais toujours, mais il y avait une démarche que je trouve intéressante. Il y en a énormément. Enfin, je lis beaucoup, mais après, surtout tout ce que j'ai lu, sont pas forcément des gens qui m'ont influencé dans ce que je fais, mais bon, je reste tout ouvert là-dessus. Là, j'aurais du mal. Oui, puis bon, des grands classiques, genre Dan Fante, Bukowski, en fait. Enfin, une place qui est faite aussi à l'anecdote, à l'espèce de banalité du quotidien qu'on partage tous, les contraintes qu'on peut avoir de la vie, les turbulences de la vie, et je trouve que des fois il y a un petit côté un peu gonzo, même si c'est peut-être pas forcément la démarche, mais qui en filigrane qui se lie en fait, parce que c'est vachement basé sur l'anecdote, et c'est ça qui fait la richesse en fait de Rat Party, enfin selon modestement ma petite place, voilà quoi. Ces petites scènes de non-sens qui font un sens finalement. Donc vous l'avez dit, pas de projet, en tout cas pour l'instant, d'édition, qui nous permettrait à tous, une fois que les 2 mois seront écoulés, de pouvoir voir votre travail à Bergerac. Mais est-ce que vous avez des projets? Vous allez continuer Rat Party, mais est-ce que vous avez d'autres projets? C'est déjà beaucoup. Oui, enfin, disons, je me concentre essentiellement sur le zine en fait. Enfin, là, dans l'immédiat, c'était plutôt, je travaillais sur des prochains numéros où j'ai pas mal d'histoires en cours à finir d'écrire. C'est plus des formes de nouvelles, mais toujours à sortir en zine. Et en dehors de ça, juste des enregistrements avec mon groupe en fait. Enfin, il y a. Oui. Enfin, voilà. Enfin, dont j'ai dessiné les pochettes en fait. Et après, enfin, il y a. D'autres expos à venir. J'en aurai une à Bordeaux en décembre ou février. Je sais pas encore, on n'a pas précisé le lieu. Elle sera après celle-ci en principe. Et après, on verra ce que la vie. Enfin. Donc dans 2 mois, quand vous aurez quitté Bergerac, on pourra vous voir à un peu plus de 80 km d'ici. Pierre, pour terminer les projets des off. Les projets ont fini l'année le 3 novembre avec 2 groupes du label À Tant Rêver du Roi le 3 novembre, le groupe Vélo et le groupe Danisco for Beauty. Après on fait un petit break de 4 mois pour reprendre en février avec le groupe palois Courgane et l'illustrateur Rika pour un projet inédit en Dordogne, un concert dessiné qui se passera au Roxane le 9 février. Très bien. Écoutez, merci à tous les deux, merci Stéphane, bon concert. Et puis donc, rendez-vous tous au Oulala Bar de façon générale, et puis aussi pour voir l'exposition de Stéphane, et puis continuer à voir les concerts proposés par l'association. Merci à vous. Merci à vous aussi. Merci Philippe, à bientôt.